Salut, bienvenue sur Mediapart. Lucas, Cathy, Achata, Thérèse, peut-être beaucoup d'autres, ils et elles sont morts récemment aux urgences. Si l'hôpital allait mieux, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Leur famille demande des comptes, se tourne vers la justice. Des élus veulent remettre la situation des urgences et de l'hôpital au cœur des préoccupations. Silence, on meurt aux urgences, c'est à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Et avant de vous présenter nos invités, avec moi, Caroline Coq-Chodor, journaliste santé à Mediapart. Tu couvres tous les sujets qui touchent la santé à Mediapart. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, Caroline, c'est important. C'est les morts aux urgences, souvent faute de prise en charge ou en raison de personnel débordé. C'est un sujet qui est douloureux pour les familles, évidemment, mais aussi, évidemment, pour les soignants qui, pour l'immense majorité d'entre eux, font ce qu'ils peuvent dans des conditions très difficiles. Absolument, et on va détailler ça avec nos invités, des soignants, la sœur d'une victime récente d'éventuels dysfonctionnements, et puis Simon qui va nous parler du décès de Lucas, ce jeune homme, hier. Alors, Caroline, les urgences sont en crise depuis de nombreuses années, tu le documentes beaucoup sur Mediapart. Ce qu'on appelle, en gros, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait les décès inattendus. Hein, voilà, c'est comme ça que c'est qualifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir des chiffres et de la réalité des chiffres et de ce phénomène ? Alors les décès inattendus, déjà pour préciser, c'est des patients qui n'ont pas été identifiés comme étant en urgence vitale et qui sont souvent en attente sur des brancards, dans des couloirs et qui finissent par décéder. Sur les chiffres, on n'a pas de chiffres officiels qui pourraient documenter une augmentation de ces décès. Le syndicat SAMU Urgence de France, qui est un syndicat très officiel, avait franchi un nouveau niveau d'alerte en commençant à dénombrer le nombre de ces morts inattendues en décembre 2022. Finalement, ils sont revenus en arrière parce que déjà c'était trop douloureux pour les soignants de déclarer ça, et puis ça les mettait en risque juridiquement. Et peut-être ce qu'on peut dire de la situation actuelle, c'est d'une part la prise de parole de patients qui portent plainte désormais en nombre, et aussi des témoignages un peu différents. Jusque-là, c'était des personnes âgées, fragiles, isolées, qui étaient oubliées sur des brancards dans de nombreux cas. Aujourd'hui, il y a des alertes sur des décès de personnes plus jeunes, et ça, c'est sans doute le signal d'une aggravation de la situation. Alors, avec nous sur ce plateau, Caroline Brémaud, bonjour. Vous êtes l'ancienne chef du service des urgences de l'hôpital de Laval depuis 2021. Vous dénoncez depuis lors le manque de moyens à l'hôpital, et vous avez été, on peut le dire, évincé de votre poste il y a quelques mois. Vous nous raconterez d'ailleurs, évidemment, mais vous connaissez très bien l'hôpital. Pierre Schwab, bonjour. Vous êtes infirmier. Vous êtes le président du collectif Interurgence qui a lancé l'alerte sur la situation des urgences il y a 5 ans, en 2019, avant même la pandémie de Covid. Karima Hamidi, bonjour. Vous êtes la sœur de Salah Hamidi. Il est mort dans sa voiture d'une crise cardiaque moins de 2 heures après sa sortie des urgences d'Étampes en Essonne il y a quelques semaines. C'était le 24 janvier dernier. Et puis dans un instant, le député LFI Damien Maudet nous rejoindra avec d'autres élus. Il demande une commission d'enquête sur la situation des urgences. Mais on va commencer avec toi, Simon Fonvieille. Tu es journaliste, tu as révélé sur Mediapart une affaire dont de nombreux médias ont parlé depuis. C'est le décès de Lucas Manina, un jeune homme de 25 ans, le 1er octobre 2023. Ça s'est passé aux urgences de Hyères, dans le Var. Ton article a été publié le 16 décembre 2023. On le voit s'afficher. Vous pouvez le lire sur Mediapart. Il est très précis et il pointe une série de dysfonctionnements majeurs. Lesquels ? En fait, tout commence quand Lucas est amené aux urgences de Hyères. On est le 30 septembre, il est 15h50. Et tout de suite, en fait, la personne qui accueille Lucas ne marque pas tous les symptômes dont il souffrait, alors qu'ils avaient été indiqués par les pompiers. Notamment, il n'y a pas écrit qu'il souffre de faiblesse ou de douleur intercostale. Et Lucas, à ce moment-là, a les lèvres bleues. Il est posé sur un brancard, il est déposé dans un couloir, et le rythme cardiaque tout de même est mesuré. On voit qu'il est très élevé. Et à 17h25, il y a les résultats d'un électrocardiogramme qui sont tout de suite jugés anormaux par les données de l'hôpital lui-même. Mais rien n'est vraiment fait. Et il reste sur le brancard. Il reste sur son brancard. À 18h20, il y a une prise de sang
qui est faite. Elle n'est pas analysée sur place, mais elle a envoyé dans un laboratoire à l'hôpital de Toulon, à Sainte-Musse, qui est à quelques kilomètres. Et cette prise de sang ne sera réceptionnée qu'à 20h25, plus de 2 heures plus tard. Les analyses de Lucas en fait sont très mauvaises. On voit qu'en analysant ces résultats qu'il est victime d'une infection bactérienne. Et dans son dossier médical, il est indiqué que ces résultats ont été téléphonés par le laboratoire aux urgences de hier, mais l'hôpital dit que en fait cet appel n'a pas été tracé dans leur fichier informatique et donc on ne sait pas ce qui s'est passé en fait avec ces résultats. Tout le temps où Lucas en fait est aux urgences, il envoie des messages à sa mère, Corinne Godefroy, qui est restée dehors avec d'autres membres de sa famille parce qu'on l'a empêché d'entrer en fait pour accompagner son fils. Il dit qu'il souffre, qu'il parle à des soignants, que personne ne fait rien, il ne sait pas quoi faire. On lui dit on ne sait pas quand un médecin va vous prendre en charge. Et à partir de 18h30, en fait, il y a un nouveau personnage qui rentre en scène. C'est un jeune homme, Damien Arnoux, qui vient aux urgences de hier à 18h30 pour un mal de dos. Il va être placé, lui aussi dans un brancard, lui aussi dans un couloir, à côté de Lucas. Et il est témoin, en fait, à 20h, d'un examen extrêmement superficiel d'un médecin auprès de Lucas. D'après ce témoin, le médecin ne touche même pas Lucas, en fait. Il lui pose 3 questions. Il lui demande ce qu'a mangé Lucas. Lucas dit du poulet à la crème. Et la conclusion du médecin, c'est mais la crème ne devait pas être très fraîche, en fait. Et la seule précision que ce médecin demande à Lucas, c'est est-ce qu'il fume de l'herbe ? Alors, il faut savoir que Lucas, il portait des dreadlocks. Il était fan de reggae. Et en fait, c'est la seule question qui est posée à Lucas. D'après ce témoin, le médecin ne le touche pas, ne l'ausculte pas. Ça se termine comme ça. Et Lucas, il va mourir le 1er octobre à 2h du matin. Et tu décris dans ton article ce que tu appelles des scènes kafkaïennes. Et je vous invite vraiment à lire cet article en détail avec de nombreux autres épisodes. Mais tu nous as résumé les principaux. Avec cette observation dans ton article d'un médecin en charge, très peu de temps avant le décès de Lucas, c'est dans ton enquête, il dit « Hôpital en tension, pas de place dans les étages, pas de box scopé dispo aux urgences, plus de brancards disponible. Appel à plusieurs reprises de la cadre de jour et de l'administrateur de garde pour avertir de la mise en danger des patients. Autrement dit, il décrit une situation chaotique, en fait. Oui, exactement. Oui. C'est chaotique. Pour que les médecins, en fait, et les équipes de soignants prennent en charge vraiment Lucas, il faudra attendre 21h30 pour qu'il fasse un malaise vagal, en fait. Et c'est ce témoin, Damien, qui alerte un infirmier qui passait là en disant il faut vraiment s'occuper de lui parce qu'il va pas bien du tout. La mère de Lucas, aujourd'hui, elle demande justice. Corinne Godefroy, elle s'appelle. Elle ne pouvait pas être avec nous physiquement sur ce plateau aujourd'hui. Elle a déposé plainte auprès du tribunal de Toulon pour homicide involontaire contre l'hôpital de hier. Son directeur et toute personne ayant par maladresse, imprudence, inattention, négligence causé involontairement la mort de Lucas. Et il y a aussi une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Toulon. Que répond l'hôpital ? L'hôpital se retranche derrière en fait le secret médical, dit qu'il coopère bien sûr avec les autorités judiciaires, mais officiellement il n'y a pas de réponse. Officiellement en tout cas, parce que à l'intérieur de l'hôpital, c'est autre chose, puisqu'il y a plusieurs médecins qui ont été présents la nuit de la prise en charge de Lucas, qui ont conseillé à la mère de Lucas de déposer plainte, de récupérer le dossier médical, et ce dossier médical d'ailleurs a été déposé de façon anonyme dans la boîte aux lettres de l'appartement de Lucas par un médecin, bien sûr, de l'hôpital de hier. Il y a le tampon de l'hôpital sur l'enveloppe avec des résultats originaux. Donc, en interne, on voit qu'il y a des tensions. Des infirmiers ont menacé de faire grève en fait suite au décès de Lucas. Donc, on voit que c'est un hôpital tiraillé entre une façade très lisse en fait et à l'intérieur des mouvements de soignants. Une très forte, évidemment, des personnels qui, du coup, pour certains, visiblement, en tout cas, des gens ont agi au sein de cet hôpital pour transmettre le dossier médical de façon anonyme à la famille. Caroline Brémaud, je vous voyais écouter attentivement ce que racontait Simon. L'affaire du Lucas, elle a eu, ces dernières semaines, un écho particulier parmi les soignants. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que, justement, il y a tous les éléments du dossier médical, qu'il y a ces textos, qu'on voit, justement, tout ce qui s'est passé ? Pour vous, pourquoi cette affaire
En quoi elle résonne particulièrement? Elle résonne parce que ça nous rappelle notre quotidien à tous, en fait. C'est le quotidien, ça vous rappelle ça? Ça nous rappelle notre quotidien de se dire, il y a un moment donné, on n'est pas en nombre suffisant et on met des patients de côté parce qu'on s'occupe d'autres, ou alors on est submergé de travail ou trop fatigué pour se rendre compte qu'il y a des critères de gravité dès l'arrivée du patient. Et en fait, ça résonne en nous, et en plus, c'est un patient jeune. Comme vous l'avez dit, il y a eu des histoires avant qui étaient médiatisées, mais avec des personnes âgées. C'est pas moins grave, mais c'est vrai qu'on dit peut-être que ça aurait rien changé, alors que là, à 25 ans, on se dit quand même, le corps est un peu plus résistant. Mais ça fait écho en nous quand on a l'ARS qui nous dit vous pourriez bien faire des gardes tout seul la nuit, alors que normalement on est deux, et c'est ce qui a amené aux fermetures, régulation des urgences de Laval fin 2021, parce qu'on a fait un été où on était de garde tout seul, et on a refusé à la fin de l'été de continuer parce qu'on mettait en danger les patients et nous-mêmes. Et donc on a dit non, ça suffit, on n'accueillera plus de patients dans ces conditions, et donc on a mis un stop en fait. Et c'est terrible parce que nous les soignants, on est particulièrement empathiques, on est des gens avec énormément d'émotions, et on fait notre métier par passion. Et quand on est face à des situations qui sont d'une pression intense comme ça, où on ne peut pas bien faire notre travail, c'est hyper douloureux, et on a des soignants qui se retirent parce qu'ils sont plus capables de faire face à cette pression, cette peur de l'erreur, et puis au quotidien, arriver dans un service où on a déjà 17 patients de la veille qui sont sur un brancard, alors que nous, notre métier, c'est l'urgence pour accueillir les nouveaux, et qu'on commence la journée, on en a de la veille qui auraient dû monter dans des services et il n'y a pas de lit, qui sont là, il faut s'en occuper. C'est oppressant et c'est terrifiant pour... Je donne la parole juste après à Pierre Schwab, mais juste pour poursuivre là-dessus, ça veut dire que ce que décrit finalement cet enchaînement-là qu'on décrit dans la situation de Lucas, vous nous dites ça nous rappelle notre quotidien. C'est-à-dire que certains de ces éléments qui se retrouvent, là c'est une situation, on peut dire peut-être extrême, puisque Lucas finit par mourir en quelques heures, il est resté sur son brancard et il meurt. Mais vous diriez que dans l'histoire de Lucas, finalement, il y a plein d'éléments que vous retrouvez vraiment au quotidien ou plusieurs fois par jour? On a des éléments qu'on retrouve où on se dit là en fait il était tachycarde, et puis ça n'a pas été vu parce que c'est l'interne qui a vu en premier, et puis on nous met aux urgences des internes de médecine générale de premier semestre parce que leur maquette elle est comme ça, donc c'est des internes qui ne sont pas expérimentés, donc ils voient en premier les patients, puis une fois qu'ils ont dégrossi un petit peu, ils nous présentent le patient, et puis on revoit avec eux, mais le temps qu'ils dégrossissent entre guillemets, il s'est passé 1h30. Là il y a quelque chose qui a été dit qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire sur place, le laboratoire est délocalisé, ce qui fait qu'on met encore plus de temps à obtenir les résultats, et en fait on a des hôpitaux où on enlève des plateaux techniques, et ensuite on est en difficulté pour exercer notre métier. Donc après on va nous dire fermez donc ces urgences si elles ne sont pas opérationnelles, mais non, en fait il faut un service de proximité avec des moyens, et il faut des moyens proches des gens. Pierre Schwab, elle vous inspire quoi? La résonance de l'affaire de Lucas, puisqu'on en a énormément parlé, et d'ailleurs depuis, d'autres affaires ont été plus traitées par les médias dans certains hôpitaux, ou même y compris des affaires plus anciennes ont été à nouveau retraitées par les médias. Pourquoi? Peut-être qu'on peut rappeler que donc, le collectif Interurgence est à l'origine en 2019 de la mobilisation des urgences puis de l'hôpital, et que ça partait, l'une des raisons de cette mobilisation, c'était un décès à l'hôpital La Briboisière à Paris, Michel Myrtil qui a été obillé sur un brancard. Derrière, il y a une plainte, et là, le procureur a décidé d'une mise en examen, non pas des soignants, mais de la PHP. Oui, tout à fait. Alors, faut bien comprendre que les décès aux urgences, il y en avait déjà avant. Comme vous l'aviez rappelé, c'était majoritairement des personnes âgées ou des personnes isolées, donc il n'y avait pas beaucoup de relevés, et les familles ne portaient pas plainte, et généralement, ça restait très intérieur, en fait, à la structure hospitalière. Aujourd'hui, alors, on voit bien qu'il y a énormément d'affaires qui sont en train de sortir sur des cas qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, on ne peut pas forcément tout justifier sur l'insuffisance de l'hôpital. Chaque situation est différente par ailleurs. Il y a des enquêtes de toute façon qui sont encore pour chacune d'elles. Nous, ce qu'on remarque, c'est que sur ce qu'on voyait depuis 5 ans, on voit une aggravation de ce qu'on déclarait. Donc, ce qu'on déclarait il y a 5 ans, comme quoi on avait des gens qui risquaient de mourir sur nos brancards en grand nombre.
On voit qu'aujourd'hui, c'est en train de se confirmer et c'est en train de s'aggraver, tout simplement parce qu'on est dans une philosophie où, effectivement, au niveau des urgences, pendant près de 10 ans, on a doublé le nombre de passages aux urgences. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir trouver l'urgence parmi d'innombrables cas qui ne sont pas urgents, et c'est toute la difficulté de notre métier. Et comme vous le rappelez, le fait d'avoir délocalisé des laboratoires et d'avoir allongé le temps pour avoir des résultats qui peuvent être décisifs, notamment dans le cas de Lucas, fait qu'aujourd'hui on a un delta horaire où en fait on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut bien comprendre qu'on est des êtres humains, les médecins, les soignants. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes trié par un infirmier, ce qu'on appelle l'infirmier d'accueil et d'orientation. Nous, on se concentre, si vous voulez, à l'accueil et à l'orientation, comme vous disiez tout à l'heure, on met pas tous les symptômes. C'est pas qu'on met pas tous les symptômes, c'est-à-dire c'est que à partir du moment où un patient est inscrit, on a 15 minutes pour faire son tri. Il faut bien s'imaginer, quand on a 5-6 patients qui arrivent en même temps, il y a des patients, on va passer 5 minutes avec eux, il y en a des patients, on va passer un peu plus de temps parce qu'ils sont un peu plus âgés. Et généralement, dans ces cas-là, les personnes qui sont plutôt jeunes sont vues très rapidement. C'est vrai qu'on est assez court au niveau de l'IAO, mais parce qu'on est sur un modèle où en fait l'évaluation des urgences se fait sur le temps. Tout est une question de timing. Il faut voir les gens en tel temps, il faut qu'ils soient inscrits en tel temps, il faut qu'ils soient été vus par le médecin en tel temps. Et on est fixé uniquement sur le temps. C'est du lean management pur et simple. Du management, donc comme dans les usines, quoi. Oui, non, mais tout est chronométré. Et si vous voulez, l'évaluation du fonctionnement d'un service d'urgence n'est fixé que sur l'évaluation du temps, pas sur la qualité du soin, sur le nombre de patients qui pourraient décéder ou pas. On n'est pas du tout là-dedans. Avec une exigence d'augmentation de la rapidité du tri ? Si vous voulez, c'est un peu le drame des urgences. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé, on devait fermer nos urgences de nuit parce qu'on ne faisait pas assez de passages. Il y avait cette grande crise, il y a eu les urgences de l'Hôtel-Dieu qui ont fermé, il y a plein de services d'urgence qui ont fermé parce qu'on ne faisait pas assez de passages et que ce n'était pas rentable. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce qui était le plus rentable en termes financiers pour les services d'urgence, c'est les patients qui venaient pour de la consultation. C'est-à-dire, c'est qu'entre un patient qui vient pour une consultation médicale et une patiente qui vient pour une fracture de la hanche, celui qui rapportait de l'argent au service d'urgence, c'est celui qui venait pour une consultation. Donc, pendant 10 ans, on a fait un petit peu... on a récupéré un peu... on a essayé de prendre tout ce qui était à la médecine de ville pour essayer juste de fonctionner financièrement parlant. Il y a des services d'urgence qui se sont fait une spécialité d'avoir des MAO, donc des médecins d'accueil et d'orientation, donc qui voyaient directement de la consultation pour faire de l'activité. Et ça, aujourd'hui, on est dans une situation où aujourd'hui on ne peut plus répondre ni aux besoins de la population qui viennent consulter, ni aux besoins de la population qui viennent pour des vraies situations d'urgence, et on ne peut plus répondre non plus aux nécessités d'hospitalisation dans l'hôpital. Saturation générale que vous décrivez. Juste une chose, dans la logique de la rentabilité, pour expliquer pourquoi les personnes âgées ont été au départ négligées, c'est que beaucoup de services refusaient ces personnes âgées parce qu'elles risquaient de bloquer des lits, avec un phénomène de ping-pong entre les services. Si vous voulez, quand on dit que l'hôpital est une entreprise, il faut bien s'imaginer qu'une entreprise, ça gère des marchandises. La marchandise, à l'hôpital, c'est le patient. Donc il y a des marchandises qui rapportent et des marchandises qui ne rapportent pas, très clairement. Donc il y a effectivement la personne âgée fait partie de ces patients qui ne rapportent pas d'argent, donc personne ne va se battre pour les avoir dans leur service, effectivement. Et ça, c'est le drame aujourd'hui qu'on est en train de voir, et ça risque de s'aggraver. Pour vous, Karima, c'est très fort ce que vous venez de dire là, cette comparaison avec l'entreprise. Je préfère être franc, parce qu'on parle d'hôpital-entreprise. L'hôpital-entreprise, ça a toute cette facette-là, si vous voulez. Quand on gère une entreprise, on gère des marchandises. Donc la marchandise, aujourd'hui, c'est le patient, la maladie. Pour vous, Karima, comment vous entendez ce que dit Pierre là ce récit résonne particulièrement, le récit de Lucas aussi, mais ce que dit Pierre là, ça résonne particulièrement avec, j'imagine, ce que vous avez vécu vous. Votre frère Salah est mort le 24 janvier, 49 ans, il part au travail très tôt le matin, il se sent pas du tout bien, dans sa voiture il appelle les pompiers, il constate les symptômes d'un éventuel infarctus, il est déposé aux urgences d'Étampes dans l'Essonne, il en ressort à 8h du matin, il part marcher 3 km pour retrouver sa voiture. Il arrive à sa voiture et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir vers midi dans sa voiture. Il est mort vers 9h30, 9h50. D'accord. Moi, je l'ai trouvé à 11h50 dans sa voiture. Vous évaluez le décès au fait qu'il ne répond plus aux appels à partir de ce moment-là. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à ces appels. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour vous ? Encore une fois, on rappelle que vous avez déposé plainte. Pour l'instant, vous n'avez pas accès au dossier médical, donc il y a des zones d'ombre, évidemment, dans tout ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas été fait pour vous ? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Déjà,
savoir la vérité. Et en plus, je suis tout à fait d'accord, c'est du flux, en fait. C'est l'argent, c'est... C'est comme ça que vous l'avez vécu, ce qui s'est passé avec... Je suis désolée, mais si, admettons, on va mettre un homme politique qui va passer en urgence, lui, par contre, il va pas avoir les mêmes soins que nous. En fait, il y a vraiment une différence entre la personne lambda et... Vous vous dites, votre frère, il a été négligé dans la façon dont il a totalement. été accueilli aux urgences. Totalement, parce que moi, j'ai été voir les pompiers dès que j'ai eu les résultats de l'autopsie une semaine après. Ils ont confirmé que c'était un infarctus. Et ce qui s'est passé, c'est que les pompiers m'ont bien confirmé qu'il a bien stipulé douleur thoracique, acidité au niveau des poumons, bras engourdis, bras gauche engourdi. Et en fait, ils l'ont déposé à 5h15. À 8h moins 10, il est ressorti de l'hôpital. Donc, ils ont fait... Après, je sais pas plus. Malheureusement, je sais pas plus parce que comme il est mort dans un lieu public, il y a enquête et donc tous les dossiers, j'ai pas droit à ça. Mais de ce que je me suis renseignée, des infirmières ou des médecins, ils m'ont dit normalement on garde en observation, on fait un scan thoracique et puis on met un espèce de liquide, je sais pas comment ça s'appelle, pour fluidifier pour enlever les cailloux, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Peut-être qu'il faut préciser qu'à partir du moment où il sort des urgences, votre frère, il passe plusieurs appels à des collègues, à son frère, et pour expliquer qu'il continue à souffrir, il a du mal à respirer. Exactement. En fait, pendant qu'il a marché, il a marché 3 km à peu près. C'est un bon marcheur, il a tendance à marcher le week-end, à faire du vélo. Et en fait, il a eu mon frère pendant sa marche, entre guillemets. Il a eu des collègues et déjà quand il est sorti de l'hôpital, il a eu la secrétaire de l'entreprise et il a dit ils m'ont dit d'aller voir un cardiologue. Déjà, après il a marché, il s'est arrêté sur un banc parce que justement il souffrait, il avait du mal à respirer. Il a eu mon frère à 8h15 à peu près, quelque chose comme ça. Il a dit la même chose, qu'il avait mal. Il avait du mal à respirer, qu'il avait mal comme de l'acidité surtout. Il avait surtout dit... Et voilà. Les collègues, ils ont essayé d'appeler, de ce que j'ai vu sur son téléphone, ils l'ont appelé à plusieurs reprises, jusqu'à 9h. J'ai vu qu'il répondait plus à l'appel de 9h53. À partir de là, il répondait plus. Juste dire un mot du contexte dans l'Essonne. On est sur un désert médical. Exactement. De nombreuses personnes n'ont pas de médecin traitant. Exactement. Et donc, finalement, le seul recours pour ces personnes, ce sont les urgences. C'est les urgences. Vous me disiez que c'était votre cas, vous n'avez pas de médecin traitant, votre frère aussi. Hein. Oui. C'est simple, je vais à la pharmacie à côté de chez moi, à Méréville, et où il y a l'écran je ne sais plus comment ça s'appelle. Téléconsultation. Téléconsultation, pour mes enfants surtout, plus particulièrement, parce qu'il faut des justificatifs, tout ça, donc je vais là-dedans. Sinon, dentiste, tout ça, je vais dans le 94, parce que j'habitais anciennement dans le 94. Depuis la mort de Lucas, que tu as révélé dans ces conditions, Simon, sur Mediapart, on a vu de nombreux cas tragiques émerger, réémerger, peut-être être davantage couverts dans les médias. Un habitant de l'Isère, Jean-Didier Bonnard, a porté plainte contre l'hôpital de Bourgoin-Jallieu après le décès de sa femme Cathy, tombée dans le coma après avoir fait un infarctus à l'issue de 11 heures d'attente dans les couloirs de l'hôpital. Une patiente morte au CHU de Nantes le 2 janvier 2024 alors qu'elle attendait sur un brancard au service des urgences totalement saturé, ou cette femme décédée en 2022 dont la sœur a imploré pendant des heures les soignants de l'hôpital de Grasse et de Cannes de lui donner des antibiotiques en vain. Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi qui justement a révélé cette affaire Lucas, qui a beaucoup intéressé les médias, finalement remis le projecteur sur ce phénomène qui est ancien. Quelle similitude tu vois dans ces différentes affaires? En fait, ce qui est apparu dans le cas de Lucas, et ça je m'en suis rendu compte après en continuant un peu à parler avec des interlocuteurs, en grattant un peu sur cette histoire, c'est que ce dysfonctionnement dont a été victime Lucas n'est que la partie visible en fait d'un problème beaucoup plus vaste, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisque pour le cas de l'hôpital de hier, j'ai pu discuter avec des personnes qui me relevaient des dysfonctionnements qui dataient de 2012. C'est-à-dire que ça fait au moins 10 ans qu'il y a des dysfonctionnements plutôt graves quand même dans cet hôpital. Et ensuite, en effet, en discutant là aujourd'hui, en voyant tous ces nouveaux cas qui sont ressortis dans la presse, on voit que ce sont des problèmes qui sont généralisés à l'échelle du territoire, en fait, et que Lucas est comme un concentré ou une sorte de symbole d'un problème extrêmement vaste sur l'état des hôpitaux en France.
Merci. Dr Brémaud, peut-être vous insistiez sur le fait que c'est un petit peu un leurre de focaliser sur un hôpital. Oui. Tous les hôpitaux sont concernés, Oui. toutes les urgences, petits, grands hôpitaux. Alors c'est un leurre de focaliser sur un hôpital et un seul service aussi. En fait, les urgences, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le système de santé dans sa globalité qui est défaillant. C'est l'effondrement total du système de santé dans sa composante aiguë et chronique, médico-sociale aussi. Parce que la problématique des urgences, elle est intriquée avec ce qui se passe en amont des urgences, avec la médecine de ville et l'accès aux soins. Et puis, ce qui se passe vraiment aux urgences et les difficultés qu'on a, et aussi le problème de l'aval des urgences. Donc, c'est les lits pour hospitaliser les patients. Et puis, dans ces lits de médecine aiguë, il y a ce qu'on appelle des bed blockers. Et donc, c'est aussi l'accès en soins de suite ou en EHPAD pour justement que les gens puissent être hospitalisés dans d'autres services pour libérer les services de médecine aiguë. Et donc, la problématique des urgences, en fait, elle est au centre de tout un système de santé qui s'écroule. Et malheureusement, on a des histoires dramatiques qui ressortent et il faut absolument que les familles, elles déposent plainte. Le problème, c'est que souvent, on stigmatise les soignants, alors qu'en fait, la problématique et la faute, elle est institutionnelle. Damien Maudet va nous rejoindre dans un instant, mais je vous pose cette question. Le syndicat SAMU Urgence, dont on a parlé tout à l'heure, avait établi qu'en décembre 2022, sur le seul mois de décembre 2022, quand il avait fait ce tentative de décompte, il y a eu, selon ce syndicat, avec une partie de constatation, une partie d'extrapolation, 150 décès inattendus aux urgences, donc sur un mois, faute de prise en charge. C'était une estimation. Ce chiffre, il avait suscité pas mal d'émoi et de discussions. Il a aussi ouvert finalement cette discussion, contribué à ouvrir cette discussion. Caroline Brémaud nous disait, voilà, attention à ne pas stigmatiser un hôpital, une équipe soignante. Comment faire émerger cette question-là sans, en faisant émerger vraiment la question justement systémique, structurelle, et pas juste dire, voilà, c'est la faute de tel ou tel médecin uniquement. Alors, il y a plusieurs choses. Sur l'enquête SAMU Urgence de France, je crois que c'était surtout des morts sur brancard, pas forcément des morts inattendues. Parce qu'on a aussi, comme vous le disiez, on n'a pas de lit d'aval, donc sur les grandes périodes de grippe, les plus touchées sont les personnes âgées, et généralement elles meurent sur des brancards. Ouais. Vous disiez qu'on n'a pas le même accueil, mais on n'a pas la même mort non plus. Il n'y a aucun politicien qui mourra sur un brancard en urgence. Concernant, par contre, plus votre autre problématique sur les professionnels, effectivement, on est, les professionnels moi j'ai rencontré des professionnels de l'Arrêt-Boisière, donc qui avaient été victimes en 2018 ou 2017, je crois, d'un décès effectivement d'une patiente dans la salle d'attente. C'est extrêmement choquant pour le professionnel de se retrouver face à ça, parce qu'il y a un côté où on est un peu seul face à ça, et l'institution, en l'occurrence l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a gentiment rejeté la faute sur les professionnels juste derrière. Donc il y a eu effectivement un jugement, et pour le coup, lors du jugement, la justice a été plutôt favorable aux professionnels, puisqu'elle a totalement incriminé la direction hospitalière de la PHP face aux multiples manquements qu'il y avait eu et aux multiples signalements, je ne sais plus combien de signalements avaient fait les collègues de l'Arrêt-Boisière, mais en tout cas, ils avaient suffisamment alerté. On voit bien qu'en l'occurrence, on se retrouve un petit peu seul, et ça a toujours été un peu la logique hospitalière, si vous voulez. On est très seul face à ce qui se passe dans nos services, et on s'isole énormément, et ce qu'on voit actuellement, c'est une aggravation de cet isolement service par service, et on a une augmentation des violences avec les patients, mais on a aussi une augmentation des violences entre professionnels au sein même de l'hôpital. Ça devient extrêmement compliqué de travailler dans l'hôpital public à l'heure actuelle. Alors, Damien Maudet va nous rejoindre sur ce plateau pendant qu'on parle. Vous pouvez venir, Damien, vous êtes député LFI avec des députés écologistes, socialistes, Lyotte aussi. Vous avez demandé une commission d'enquête sur la situation des urgences à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et il faut le signaler, c'est un appel qui est signé pas des parlementaires, mais par de nombreuses associations, des collectifs, des mutuelles, des organisations de patients aussi au niveau local. Et c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure justement de la façon dont les patients aussi se mobilisent et les équipes soignantes se mobilisent. Pourquoi vous avez demandé cette commission d'enquête là maintenant sur la situation des urgences, sachant que c'est pas la première fois que vous alertez sur la situation des urgences? En fait, il y a
il y a 30 ans, on disait en France qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Et je pense que tout ça a reposé aussi parce qu'on avait des pouvoirs publics qui étaient forts, qui agissaient pour la santé, pour l'hôpital, pour la sécurité sociale, et des soignants qui étaient extrêmement investis dans leur travail et qui avaient les moyens de le faire. Et en vérité, au fil de ces 30 années, les soignants ont continué d'être dévoués dans leur travail. C'est toujours le cas. Et je crois que le problème, c'est que les pouvoirs publics, eux, par contre, ont complètement abandonné le sujet. Et qu'aujourd'hui, tout ne repose que sur une seule jambe. Ce sont les soignants. Et à mon sens, il est là le problème que ça pose, c'est-à-dire que c'est à eux de supporter en fait toute la charge de travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis des années, ils avertissent. Et la question de la commission d'enquête, en fait, on l'avait déjà posée en septembre 2023, justement après l'enquête de SAMU Urgences de France. Le point pour nous, c'est qu'en fait, cette situation-là, moi, ça fait 2 ans que depuis que je suis élu, que je travaille un peu le sujet. C'est-à-dire qu'en off, au début, tous les soignants nous le disaient. Ils disaient, vous allez voir, il va y avoir des drames. Tout le monde en parlait, mais en fait, j'ai regardé même en 2018-2019, quand il y avait les grandes grèves du collectif Interurgence, les soignants dénonçaient déjà ça. Ils disaient, ça va arriver, ça risque d'arriver. Ensuite, on a eu derrière, une fois que c'était les soignants, on a eu donc SAMU Urgences de France qui fait une enquête, donc le syndicat avec des chiffres qui avertit. On a aussi l'enquête de l'INSERM qui dit, passé 70 ans, si vous passez une nuit sur un brancard, vous avez 40% de risque supplémentaire d'y décéder parce que, alors moi je ne suis pas médecin, mais parce qu'on décompense et qu'il y a davantage de risques. Et maintenant, c'est les familles. Et c'est aussi des familles de personnes plutôt jeunes. Tout le monde avait averti et maintenant les sujets reviennent parce qu'on est au point où en fait le sujet devient extrêmement visible. Mais les seuls qui ne l'ont pas vu encore, qui commencent peut-être à l'avouer, c'est les politiques. Et la question des politiques, c'est de prendre ce sujet à bras-le-corps. Moi, je me souviens de Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé, qui jusqu'à l'an dernier, donc lorsqu'on faisait les débats sur le financement de la sécurité sociale pour l'année 2024, donc en 2023, me disait « Monsieur Maudet, moi les morts inattendus, je ne sais pas ce que c'est ». Et quand je lui donnais les chiffres, il me dit quand il y a un drame, c'est remonté, je ne sais pas ce que c'est. Et quand on avait donné les chiffres, parce qu'il y avait une extrapolation de la CGT qui disait si SAMU Urgences de France dit 150 décès sur le mois de décembre 2022, on peut arriver à plus de 1000 sur l'année. Oui, voilà, c'est un chiffre extrapolé. Sur l'année, ouais. Et Aurélien Rousseau, la seule réponse qu'il avait à me donner à l'époque, c'est ces chiffres-là sont honteux. C'est honteux de dire ça. Et alors qu'on attend d'un ministre de la Santé que ce soit plutôt de nous dire bon, ben, vous dites ça, certains le disent, comment on fait pour enquêter ? Et juste d'un point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une avancée quand même. C'est quand Frédéric Valletoux, qui est l'actuel ministre de la Santé, va sur France Info et quand on lui dit est-ce qu'il peut y avoir des décès faute de prise en charge, dit oui, on peut mourir à l'hôpital. Donc là, pour vous, il y a une nouveauté dans le discours public ? Pour moi, il y a une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ça devient inenvisageable de dire que c'est pas vrai. Et quand on voit, parce qu'il y a les familles des patients qui vivent des drames, il y a aussi des soignants qui déjà depuis longtemps le disaient, mais là on a eu des soignants à Versailles qui ont justement dit que quand il y avait un drame, ils mettaient ça sous le tapis parce que sinon ça crée extrêmement de problèmes. Mais en fait, aujourd'hui, quasiment tout le monde le dit, il n'y a que les politiques qui sont aveugles. Oui, c'est ça. Dans votre lettre, vous citez, je crois, un article du Parisien où un soignant dit quand il y a des morts, on ne fait pas forcément remonter. C'est ça. Puisque, voilà, c'est comme une situation, un iceberg, comme ça. Caroline Brémaud, qu'est-ce que vous voyez beaucoup acquiescer lorsque Damien Maudet parlait ? Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention ? Il dit, finalement, les seuls aujourd'hui qui sont dans le déni, ce sont nos dirigeants, ce sont les politiques. Oui, mais en fait, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il y a un manque de courage politique évident depuis des années. Ils savent très bien, ils jouent leur rôle. Et en fait, il faut revoir complètement le système de santé. Ça va demander des engagements politiques forts dont on va obtenir des résultats seulement au-delà d'un mandat. Donc, qui est-ce qui va s'engager dans un travail colossal pour finalement pas récupérer en fait le fruit de son travail ? Donc, finalement, chacun leur tour, ils se passent la patate chaude en disant non, mais moi, je vais pas trop me saisir du dossier. On a bien vu qu'il y a eu des effets d'annonce. On a eu des vœux pour la santé pour l'année 2023 du président. Il s'est rien passé. On a changé 6 ou 7 fois de ministre de la Santé. On a eu la fameuse annonce des 32 milliards. Et donc, on voit bien, en fait, qu'on nous donne des petites mesurettes par-ci, par-là, on met des petits bouts de pansement, puis comme la plupart des gens ne connaissent pas très bien en fait les tenants et les aboutissants de la gestion de la santé en France, ils se disent c'est bon, l'État s'est saisi du dossier de la santé et puis l'opinion publique ne se révolte pas à la hauteur de ce qu'il devrait parce que la santé ça nous concerne tous. La plupart d'entre nous on est nés à l'hôpital, on va être nombreux à y mourir et en fait on est tous concernés par la santé à l'hôpital et aussi en amont parce qu'une grosse partie de la santé c'est de la prévention. Il y a pas de courage politique.
Et il faut absolument que la population se saisisse du dossier de la santé pour forcer les politiciens à faire des choses. Quelques précisions budgétaires. Il y a eu cette annonce un peu spectaculaire de Gabriel Attal, du Premier ministre, sur les 32 milliards d'euros investis sur le système de santé en 5 ans. En réalité, c'est moins que ce qui est réellement budgété dans les lois de financement de la sécurité sociale, parce que chaque année, il y a une progression des budgets alloués au système de santé pour répondre à l'augmentation des besoins liés notamment au vieillissement de la population. Et en réalité, on est sur des lois de financement de la sécurité sociale avec des taux de progression des budgets qui sont très faibles, qui sont semblables aux années 2010, qui ont réellement mis à mal l'hôpital. Il y a des coupes budgétaires encore en fin d'année sur le budget de l'hôpital. Donc il y a, par rapport à toutes les annonces qui ont pu être faites au moment du Covid, les engagements des politiques, le résultat est quand même assez catastrophique, et avec toujours des fermetures de lits, moins 1,8% l'année dernière de fermetures de lits. Donc il n'y a aucune perspective d'amélioration aujourd'hui pour l'hôpital. Je ne pense pas qu'il y ait une lâcheté politique, je pense qu'il y a une volonté de détruire, politiquement parlant, très clairement, l'hôpital public. Parce que là, ce qu'on voit, c'est assez marquant. Hein. Depuis 2019, on demandait de l'ouverture des lits, plus de lits, plus d'effectifs et des meilleures conditions de travail. Sur ces 3 points-là, tout s'est dégradé. Pour donner un peu de perspective, 40 000 lits, si je ne me trompe pas, supprimés en 10 ans. En 2013, 2022, dont 6 700 en 2022 uniquement. Oui, alors il faut bien comprendre, quand on parle de lits d'hospitalisation complète, donc des lits qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui nécessitent donc du personnel. À l'hôpital, 70% du budget d'un hôpital, c'est le personnel. Donc si on veut faire une coupe dessus, si on doit faire des économies, c'est sur le personnel, donc il faut fermer des lits. Pour ça, on a fait l'ambulatoire. Donc l'ambulatoire, effectivement, c'est des hospitalisations beaucoup plus courtes pour de la chirurgie. Mais on a fait ça au détriment de l'hospitalisation classique, juste à des visées économiques. Actuellement, politiquement parlant, ce qu'on a surtout, et ce que j'ai entendu de M. Peltou, c'est une reprise de la communication qu'on avait déjà eue en 2019, quand on avait commencé les grèves au niveau des urgences. C'est-à-dire ? Alors la première communication qu'on a eue, c'était « vous êtes mal organisé ». Vous ne savez pas travailler, vous êtes mal organisé. Très bien. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps, donc très vite derrière, c'était, en fait, c'est parce que les gens viennent pour rien chez vous. C'est à cause des patients que les services d'urgence sont en train... On a toujours, finalement, l'augmentation des urgences, elle continue. C'est que ça fait 5 ans. Et on a entendu récemment beaucoup de responsables du gouvernement nous dire il faut désinciter les gens à aller aux urgences. C'est ça. C'est-à-dire c'est que là, actuellement, la politique, elle se fait en amont, si je puis reprendre les placements, c'est-à-dire c'est en amont, il n'y a pas de médecin traitant, mais il va falloir essayer de dissuader les gens de venir aux urgences. Là, aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour dissuader l'accès aux soins des Français. C'est la vraie question politique actuellement. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Donc il y a plusieurs moyens. Hein. Il y a eu d'abord la régulation claire, politique. Très clairement, c'est affiché. Enfin, il y a 3 ans, on a eu la régulation par le SAMU. On fermait les urgences, on faisait une régulation par le SAMU. Donc déjà, on coupe l'accès au niveau des services d'urgence. Depuis 2 ans, les infirmiers d'accueil et d'orientation, si vous voulez, de base, aucun patient ne pouvait sortir des urgences sans avoir été vu par un patient. C'était la règle de base quand j'ai commencé il y a 12 ans. C'est-à-dire c'est que vous ne pouvez pas dire à un patient rentrez chez vous. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un médecin certifie. Par un médecin, voilà. Depuis 2 ans, c'est plus le cas. Depuis 2 ans, les infirmiers d'accueil et d'orientation ont le droit de rediriger avec l'accord du patient. Pour le moment. Petite musique sur la responsabilité des patients a été très vite reprise par le ministre délégué Valletoux, qui a pointé le fait que des patients venaient de manière indue aux urgences. C'est un modèle là-dessus. Insupportable. Peut-être que je peux laisser Caroline. Allez-y, là-dessus, chacun, c'est assez insupportable parce qu'en fait, un patient qui vient aux urgences, c'est parce qu'il a une détresse réelle ou ressentie. Et s'il ne va pas voir son médecin traitant, c'est peut-être aussi parce qu'il n'en a pas, comme beaucoup de Français. Et donc, la problématique... Comme 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Donc déjà, on est là pour accueillir les gens qui ont une détresse réelle ou ressentie. Soit, effectivement, il y a une détresse et on la traite, soit elle est ressentie et on les rassure et on leur propose des rendez-vous en extérieur. Mais ces gens-là, qui ont une détresse qui n'est que ressentie ou qui relève seulement d'une consultation, c'est pas la problématique de l'hôpital dans sa globalité, parce qu'en fait, au pire, ils vont attendre 6 heures, 8 heures, 10 heures pour une fracture et ils vont repartir. Là où l'hôpital est en difficulté, c'est pour hospitaliser les patients. Et si on en vient à les hospitaliser, c'est parce qu'il y a une vraie problématique. Et donc, on culpabilise tout
autant la population, alors que c'est pas du tout le fond du problème. Il faut arrêter avec ces discours stigmatisants. C'est à cause de vous que l'hôpital va mal, c'est à cause des consultations qui ne sont pas honorées chez le médecin généraliste que vous n'avez pas accès aux soins. Enfin, c'est toujours la faute des autres, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de volonté pour que ça aille mieux. Et quand on parle trop, on se fait... Et Damien Maudet, on va y venir. Damien Maudet. Vous avez fait le lien dans votre travail depuis que vous êtes député entre la problématique des déserts médicaux. Vous êtes un élu de la Vienne, ou j'imagine... La Haute-Vienne. De la Haute-Vienne, pardon. Donc, vous faites le lien entre la problématique des déserts médicaux et la question des urgences. Et Dr Brémaud, vous êtes aussi en Mayenne dans une situation de désert médical. Tout à fait. Alors, en plus, la Mayenne est clairement plus... touché malheureusement, je pense que la Haute-Vienne, le lien est évident quand les patients vont justement aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas voir leur médecin avant. Ça peut aussi poser d'autres questions, c'est-à-dire que des soignants qui, comme on ne voit pas de médecin généraliste, ça retarde aussi certaines prises en charge. Donc il y a évidemment que les deux sont liés et que quand on parle des urgences, l'objectif c'est pas de dire que le seul et unique problème de l'hôpital, ce sont les urgences. Le problème il est en amont, et c'est évident. Il est aussi, moi je pense beaucoup en aval, parce qu'effectivement, quand Caroline Brémaud dit que le problème, c'est que les patients qui ont une détresse qui n'est que ressentie finissent par partir. Aujourd'hui, le problème dans les urgences, c'est les gens qui sont en fait hospitalisés dans les urgences, qui restent des jours, notamment sur des brancards. Mais ces gens-là, s'ils passent des jours aux urgences, c'est pas que parce qu'ils ont une détresse qui n'est que ressentie, ça veut dire qu'ils doivent être hospitalisés, mais la vérité, c'est qu'on n'arrive plus à les faire monter, enfin, je veux dire, dans les étages, à les faire hospitalisés. Et c'est vrai que sur la santé, il y a quand même un sujet qui est, quand on entend les ministres successifs, c'est de dire que finalement, ce ne serait pas de leur faute et que le problème de la santé, c'est comme ça, on fait tous des efforts pour que ça aille mieux. Mais la vérité, c'est que cette année, par exemple, sur le budget de la sécurité sociale, alors qu'on connaît la situation du pays, alors qu'il y avait eu l'enquête de SAMU Urgences de France, on a un budget qui est rejeté par tout le monde. Que ce soit la Fédération hospitalière de France, que ce soit les régions, les départements, les CHU, les caisses d'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que la Fédération hospitalière de France dit qu'il manque 4 milliards d'euros, ne serait-ce que pour compenser l'inflation et pour payer la hausse du point d'indice. C'est-à-dire que même pas faire des investissements colossaux dont on aurait besoin. C'est juste pour le rythme de croisière. Donc quand même la Fédération hospitalière de France dit qu'il manque de l'argent au moment où on voit l'hôpital qui est dans cet état, qu'est-ce qu'on peut espérer ? La question, c'est qu'aujourd'hui, on a intérêt à politiser ce qui est en train de se passer dans les urgences, parce que moi j'ai une crainte aussi, c'est que c'est logique que les familles déposent plainte, c'est évident. Les soignants en fait l'avaient fait aussi avant, avaient même déposé plainte contre l'État. Moi je me souviens que 2020-2021 le CIH avait déposé plainte, mais le rôle du politique, de nous organisations, qu'elles soient de patients ou de soignants, c'est de politiser le sujet et de montrer qu'il y a un problème systémique, parce qu'on doit absolument pas rester à un niveau national dans une confrontation entre les soignants et les familles de patients qui peut... C'est ça que vous craignez, c'est-à-dire que si cette discussion elle peut ne se centrer que sur ça. En tout cas, nous on doit avoir pour objectif de politiser le sujet. Quand c'est un problème, quand ça se passe dans toute la France, c'est-à-dire que le problème il est systémique. Et en vérité, moi, je ne veux pas que le seul qui échappe finalement à cette situation, ce soit le gouvernement et le politique qui n'auraient à se justifier de rien. Alors que quand on sous-investit dans l'hôpital, on a des responsabilités sur ces problèmes. Karima Amidi, vous avez envie de lui dire quoi au nouveau ministre de la Santé ? Il y a beaucoup de ministres de la Santé en ce moment, il y en a eu beaucoup, mais vous avez envie de dire quoi, vous, en tant que sœur de Salah, qui est mort après être passé par les urgences ? Quelle parole vous avez envie aujourd'hui de porter Damien Maudet parlait de politique, de parole politique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous ? Qu'ils prennent leurs responsabilités déjà, parce qu'on sait très bien que ça s'est dégradé. Malheureusement, il n'y a pas que ça. On est le pays quand même où comme on disait, par fierté, on avait la sécurité sociale, on pouvait se vanter par rapport aux autres pays. Et moi, j'ai 44 ans, je vois la dégradation. Pour tout en fait, et qui prennent leurs responsabilités, parce qu'on est l'un des pays aussi, on est taxé le plus possible, on subventionne, on a des mutuelles, et on ne peut pas se faire soigner correctement. La mort de votre frère, pour vous, vous en êtes persuadé aujourd'hui, elle était évitable ? Mais largement. Ouais. C'est pas une crise cardiaque foudroyante qu'il a eue, il avait largement le temps. Là, en plus, c'est son effort de dernière, qu'il a fait les 3 kilomètres, je pense que c'est ça qui l'a achevé, en fait, qui l'a tué. Mais bien sûr. Pour moi, moi je suis pas médecin, mais on nous a toujours dit, douleur du bras, engourdissement du bras gauche, douleur thoracique,
c'est une crise cardiaque. Et vous continuez en à plus, il a poser été ça. charcuté, enfin entre guillemets charcuté, parce qu'il a fait une autopsie. On a récupéré le corps avec plein de cicatrices Oui. Mais c'est pour difficile nous confirmer Ouais. que c'était un infarctus. Caroline Brémaud, peut-être pour conclure. Caroline, tu avais une question ? Oui, sur le fossé entre les annonces politiques et la réalité, juste rappeler qu'il y a eu des augmentations de salaire qui ont été consenties après le Covid aux soignants et que ces augmentations de salaire ne sont pas financées par les pouvoirs publics, que ça creuse la dette des hôpitaux. Aujourd'hui, on est à 30 milliards. Chaque année, les hôpitaux creusent le déficit. Donc là, derrière, c'est des problématiques d'investissement, des problématiques de fermeture de lits. Donc, peut-être dire un mot sur ce fossé qui est en discussion au Parlement au moment des LFSS. Mais tout à fait. Il y a un problème à ce niveau-là, c'est de savoir que, en gros, les annonces Ségur de hausse de salaire, effectivement, ne sont que partiellement financées, que la hausse du point d'indice, donc du salaire, est que partiellement financée. Mais le pire dans tout ça, c'est quand on regarde, il y avait une enquête qui avait été faite sur les infirmières qui disait à 70% que finalement le Ségur, elle n'avait même pas ressenti l'impact du Ségur de la santé. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une sorte de mesurette qui, en fait, n'a pas d'effet sur les soignants, sur leurs conditions de travail, mais en plus n'est quasiment même pas financée, ou alors ça met en difficulté les hôpitaux. Je pense qu'une des questions qu'on doit se poser, effectivement, c'est sur le financement. Moi, je vois tous les ans qu'on est en train de creuser le trou de la Sécu à coup d'exonération de cotisations sociales dans tous les sens. Ça a doublé d'ailleurs depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Et l'autre sujet, c'est quel est le cap qu'on veut donner pour les soignants ? Qu'est-ce qu'on veut pour la santé ? Est-ce qu'on veut créer, je sais pas moi, un cercle vertueux, c'est-à-dire des salaires pour attirer, des ratios pour faire rester, par exemple, des taux d'encadrement ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire dans le système de santé ? On a l'impression que tout le temps ça bricole, et que en dernier recours, c'est on n'aurait rien pu faire, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Et moi, je vois pas de cap clair. Et même pour ceux qui voudraient s'engager dans la santé, quel est le cap qu'on leur donne ? Pierre Schwab, peut-être dernière question pour vous. Il y a eu, et vous en êtes le représentant, une intense mobilisation ces dernières années au sein des hôpitaux pour tous les sujets dont nous parlons. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Et est-ce que vous vous dites que c'est difficile aujourd'hui, vu la situation qui devient de plus en plus difficile, est-ce que c'est difficile de mobiliser aussi les collègues ? Est-ce que vous sentez aussi une fatigue aussi du côté de ces difficultés qui augmentent en permanence ? Damien Monet nous disait il faut politiser la situation, mais c'est vrai que est-ce que justement ça atteint aussi tout simplement les personnels ? Très simple. La majorité des gens qui étaient au collectif Interurgence à l'époque de 2019, donc quand la mobilisation était très forte et qu'à peu près la moitié des services d'urgence en France s'étaient mis en grève, aujourd'hui, la grande majorité ne travaille plus dans les urgences, voire même plus à l'hôpital. D'accord. Donc ça, le collectif comme l'hôpital, on a subi. Et aujourd'hui, on a une population à l'hôpital qui est extrêmement jeune. On a un rajeunissement. Alors, on n'avait pas une espérance de vie des infirmiers qui était extraordinaire. Quand j'ai commencé, c'était environ 5-7 ans. Aujourd'hui, on a moins de 3 ans à l'hôpital public. Donc, on a eu des propositions politiques sur quand ça s'appelle sur l'attractivité. Ça, il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur l'attractivité. J'ai des services où, pour 2 ans de service à la sortie du diplôme, vous avez 12 000 € pour faire 2 ans à la PHP. Donc c'est quand même plutôt pas mal en termes d'attractivité. Par contre, ça se fait totalement au détriment de la fidélisation. C'est que là, il y a une politique qui est limite de faire partir les anciens de l'hôpital pour garder vraiment que des jeunes qui seront que des jeunes diplômés de 3 à 4 ans, qui seront assez malléables parce qu'ils sont plus jeunes et qui n'auront pas forcément connu ni ce que c'est que les urgences qui fonctionnent et un hôpital qui fonctionne. Là, on a des infirmiers qui sont, on appelle ça la génération Covid, c'est-à-dire ils connaissent l'ingérable. Donc voilà, pour eux, l'ingérable est devenu la norme. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Ils ont moins de recul. Il faut savoir que le collectif Interurgence, c'était des gens qui avaient 5-7 ans d'expérience, donc qui avaient un certain recul et qui ont vu la situation être en train d'aller droit dans le mur et qui ont alerté. Le problème, et c'est pour ça qu'ils sont tous partis, c'est que les pouvoirs publics ont dit, et c'était le début du Ségur, le cap est bon, il faut qu'on accélère. En fait, non, le cap était pas bon. Et c'est justement ce cap-là qui est en train d'accélérer, qui n'est pas bon. Et ils continuent leur politique malgré tout, malgré les communications. Alors Gabriel Attal nous annonce 35 milliards. Il peut annoncer 35 milliards. Il faut se donner un ordre d'idée. On parle d'un budget total qui est environ à 250 milliards. Il parle de 35 milliards sur 10 ans, 5 ans, je ne sais plus. Enfin bon, et dans le même temps, son gouvernement fait passer le PLFSS en 49.3, donc on ne discute même pas de ce qu'on va faire de cet argent, on ne discute même pas de vers quoi on doit aller. De la sécurité sociale. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable.
incroyable. On regarde l'Angleterre en 2021, quand il y a eu le Covid, juste au lendemain du Covid, ils font un plan sur les 10 prochaines années avec des objectifs à établir pour répondre aux besoins de la population. En France, non. On regarde et on met 2-3 milliards comme ça. Bah, je pense qu'on attend que le bateau coule. Et Madame l'a dit très justement, les Français, au bout d'un moment, bah, comme tout service public, on est taxé. Si le service public en face ne répond pas, bah, les Français vont demander à ce que ça soit privatisé. Et ça, personnellement, je pense que c'est l'objectif aujourd'hui du gouvernement. Très clairement. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, l'école est dans un état à peu près similaire à l'hôpital. On voit bien que c'est une volonté politique au bout d'un moment. Caroline Brémaud, pour le mot de la fin, peut-être pour vous, vous étiez jusqu'à fin décembre 2023 la responsable des urgences de l'hôpital de Laval en Mayenne. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui, puisque à partir du 1er janvier, vous ne l'avez plus été. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, est-ce que quand on dénonce, quand on parle de la situation difficile des urgences de l'hôpital en général, on en paye le prix? Qu'est-ce qui s'est passé précisément dans votre cas ? Pour moi, c'est une sanction déguisée. La direction s'est appuyée sur un audit qui datait d'avant le Covid pour dire qu'il fallait une réorganisation de chefferie avec un chef unique entre les urgences et le SAMU, et que sous prétexte de cet audit, il fallait que je laisse ma place. Dans l'audit, il y a aussi écrit que la personne qui devrait prendre cette chefferie de ces deux grands services devrait travailler dans les deux services, et ce qui n'est pas le cas de la personne à qui on a proposé le poste. Donc ça laisse facilement penser que c'est une sanction déguisée. Puis de toute façon, en off, on l'a confirmé. Donc vous payez le prix de votre engagement d'avoir... Mais je le sais depuis le début. Quand j'ai commencé à râler sur les réseaux sociaux en 2021, j'ai reçu des appels de gens qui m'ont dit « tu prends un risque pour ta carrière ». Et j'ai dit « je m'en fiche de ma carrière. Enfin, on parle de passion, on parle de vie. Je peux tout sacrifier, j'ai pas peur et je prends le risque ». Et donc j'ai tenu 2 ans, je suis fière. Et c'est vraiment terrible parce qu'on est nombreux à être lanceurs d'alerte. Et moi, j'ai eu la chance d'être médiatisée, donc ça a été entendu. Mais il y a des collègues qui ont été mis dans des placards dans l'ignorance la plus totale et qui n'ont pas eu de soutien et qui sont actuellement qui ne sont plus médecins. Donc il faut continuer à se battre parce que moi j'y crois encore qu'on peut faire quelque chose, mais il faut se mobiliser massivement et on a besoin des patients. Et s'il n'y a pas une mobilisation massive, on n'y arrivera pas. Et ce qui est terrible, c'est que moi ma sanction, elle est venue de plus haut que la direction. C'était une injonction. Donc, ça vient pour vous quoi, directement des pouvoirs politiques ? Oui, des pouvoirs politiques. Okay. Et on m'a reproché de nuire à l'attractivité de mon territoire. C'est-à-dire que les entreprises avaient du mal à recruter parce que dans votre département, la santé, c'est pas terrible. Mais c'est pas terrible dans toute la France. Et ces grandes entreprises, au lieu de faire pression sur Bercy pour dire non mais maintenant, mettez de l'argent dans la santé parce que en fait, sans santé, le pays tourne pas, non, ils disent faites la terre. En gros, on vous a accusé de donner une mauvaise image de l'hôpital parce que vous dénonciez la mauvaise situation. Exactement. Et en fait, on prend le problème à l'envers. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau, à tous et toutes. Merci aussi à Simon qui est en coulisses d'être venu aussi. Merci à toi, Caroline. Merci à vous. Enfin, de nous suivre. Vous le savez, cette émission, elle est en accès libre. Elle n'est possible que grâce aux abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. À bientôt.